Brestois, le Stade Brestois 29 tient sa première vraie recrue. Ce mercredi 5 août, le club finistérien a annoncé la signature du jeune joueur belge Joseph Nongué. A priori, c'est la bonne prononciation. Excusez-nous si ce n'est pas le cas. Il a seulement 21 ans. Il rejoint le Stade Brestois pour un contrat de 3 ans plus 1 an en option depuis le club turc de Kocaelispor, on va dire ça comme ça. Les modalités de transfert, elles, sont encore incertaines. Certains médias annoncent un transfert à 600 000 € plus 10% à la revente. D'autres évoquent, notamment le compte officiel du club turc évoque une résiliation de contrat après un accord avec le Stade brestois. Donc voilà, c'est peu clair. Finalement, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que le Stade brestois a un nouveau joueur. Et pour en savoir plus sur ce nouveau joueur qui était quand même passé par la Juventus, puis qui a été prêté à Troyes, puis au Servette Genève avant d'arriver en Turquie, on a décidé de relancer le format par le mois 2. Barrière linguistique oblige, j'ai le plaisir de recevoir Fanch. Comment ça va? Salut Yann, j'espère que tu me reçois pas pour mon niveau en turc. Mais non, ça va très bien. C'est vrai qu'on commence pas la saison des Parle-moi d'eux avec, le profil le plus facile à présenter. Parce que c'est quand même un joueur assez méconnu dans un club également un peu méconnu. Mais je crois que tu as trouvé de quoi faire quand même un podcast, qualitatif. Mais tout à fait. Bon, pas de secret, ni toi ni moi ne sommes grands experts du championnat turc, de la Super League. On a quand même cherché dans notre petit réseau qui commence à s'élargir et on nous a renvoyé vers 2 supporters de Kocaelispor qui sont quand même reconnus pour leur sérieux. Le premier c'est Bosuna Tiklama et le second, c'est Mohamed. Les 2 sont sur Twitter, on vous mettra leur arrobase en description si vous voulez aller voir, parce qu'ils ont fait quelques tweets sur le sujet de Joseph Nongué. Et ce qu'on vous propose, c'est un jeu de rôle, comme on l'a déjà fait. Je crois que c'est pour Satriano. Quand je vais poser les questions, je vais faire les réponses sur la base des témoignages donnés par nos 2 amis turcs. Avant de démarrer, peut-être un disclaimer. Désolé pour toutes les erreurs de prononciation qui pourront arriver. Pour le coup, c'est voilà, trop peu de connaissances du football turc, trop peu de connaissances de la Turquie de mon côté. Il y aura sûrement des choses qui vont agacer les experts. Oui, tout à fait. J'aurais pu faire un cours éventuellement sur l'histoire de l'Empire ottoman, mais ça s'arrête là. Ça sera un cours sur, voilà, Joseph Nongué. Donc les rôles, c'est ça, Fanch, tu poses les questions, je C'est fais ça. les réponses. Si c'est le cas, bah, je te laisse démarrer quand tu le souhaites. C'est parti. Donc, comme tu l'as dit, Yann, ces questions ont été posées aux spécialistes. La première de ces questions, c'était donc sur celle, de Joseph Nongué qui quittait Kocaelispor 1 an seulement après, y être arrivé, donc ça nous a un peu interrogés. On se demandait est-ce que, nos spécialistes pouvaient nous en dire davantage sur les raisons de ce départ et notamment est-ce que ça pouvait être lié ou pas à des problèmes de comportement, comme il a pu en avoir à Troyes et au Servette Genève? A priori, Joseph Nongué, quand il est arrivé avec l'étiquette d'un joueur extrêmement talentueux, mais qui avait des soucis de comportement. Il avait été écarté à 3 parce que pas forcément très sérieux, retard à l'entraînement, choses comme ça. Il avait été écarté au Servette Genève parce qu'il avait ouvertement critiqué son coach sur Instagram et malheureusement, c'est ce qui s'est de nouveau passé en Turquie. Il s'est auto-saboté. Son comportement et son ego ont visiblement semé le trouble au sein de l'équipe. C'est quelqu'un qui contestait les choix du coach, les choix techniques et qui l'a fait de plus en plus au fur et à mesure que la saison avançait. Finalement, ce départ, il a été acté cet été, lors du stage de préparation où il a clairement eu des désaccords avec le coach. Il aurait voilà, on c'est juste des différends, c'est la seule chose qui a filtré dans la presse, mais des différends avec le staff technique qui a décidé que Joseph Nongué n'avait pas d'avenir à Coes le sport. C'est quand même une décision, forte, mais c'est une décision qui a été comprise et même soutenue par les supporters. Une majorité aujourd'hui des supporters ne souhaitaient pas qu'il reste dans l'équipe, tout en reconnaissant que c'est quand même un joueur extrêmement talentueux et au gros potentiel. Et on précise que ce n'est pas un jugement de notre part, simplement on relate les réponses qu'on a reçues, donc peut-être qu'après ça se passera très bien niveau comportement et que ça n'aura rien à voir. Mais en tout cas, les faits sont ceux-là. Ça interroge, on en reparlera plus tard quand on fera l'analyse du mercato, mais en tout cas, effectivement, pour cette première question et surtout ces premières réponses, sont, pas forcément celles qu'on aurait voulu, entendre. Question numéro 2 donc le club de Kocaelispor a réalisé une très bonne saison dans l'élite turque. C'était un club promu. Ils ont terminé en milieu de tableau et donc le joueur a eu un temps de jeu plutôt, satisfaisant. Il a joué 25 matchs. On s'est demandé justement à quel point il était important dans ce collectif, et dans cette équipe turque.
Et justement, ce qui ressort, c'est qu'en fait, il faut regarder les statistiques d'un peu plus près. Joseph Nongué a débuté la saison en tant que titulaire et c'était incontestable parce que c'était probablement le joueur le plus doué de l'effectif. Mais finalement, il y a eu une bascule progressive. Certains disent dès la quatrième journée de championnat, il y a eu une bascule mentale. Voilà, un des 2 témoignages nous dit qu'il y a eu un but refusé pour Joseph Nongué et que depuis, il y a eu un shift mental qui fait qu'il n'a jamais réussi à se remettre dans le bain collectif. Il a fait ressortir son côté individualiste de plus en plus et tout ça, ça a été crescendo dans la saison. À partir de ce moment-là, net déclin mental, pas vraiment réussi à s'adapter pleinement à l'équipe et finalement avec l'arrivée de nouveaux joueurs, son temps de jeu a diminué. Il s'est retrouvé en tant que remplaçant et visiblement, c'est quelque chose qu'il a assez mal vécu. Il a pas réussi à récupérer sa place de titulaire sur la fin de saison et c'est d'autant plus regrettable que c'est un jeune joueur de seulement 21 ans. Quand on fait le bilan, on n'a pas l'impression qu'il ait progressé entre le début de sa saison et la fin de sa saison et ça laisse énormément de regrets parce qu'il a quand même livré quelques performances exceptionnelles. Ça a été notamment le cas contre Göztepe, un match à l'issue duquel les supporters lui ont quand même donné le surnom de Ronaldinho, tellement sa prestation ont rappelé les prestations du grand Ronaldinho. Je précise ici que les supporters, turcs l'appellent Joe. Je ne sais pas si c'est son surnom, si c'est eux qui l'ont inventé ou je ne sais quoi, mais voilà. Et je précise, hein, que le match contre Göztepe nous a été cité par nos 2 experts, donc peut-être à la regarder. Consensus donc sur cette prestation, particulièrement. Bah, je vais l'appeler Joe moi aussi, tiens, ce sera plus simple. En tout cas, ce que tu dis, on peut en retenir une chose, c'est que malgré, les éventuels problèmes de comportement et il y a une irrégularité, mais il y a aussi du talent et ce talent, on aimerait savoir nous comment est-ce qu'il s'exprime? Quelles sont les principales qualités de ce joueur? Et bien entendu, ses principaux défauts s'il y en a et probablement que oui. Ses principales qualités, elles sont évidentes, elles sautent au jeu. C'est un joueur extrêmement technique. Quand il a le ballon au pied, il est capable de produire des moments importants, il est capable de produire des choses qui font la différence. C'est un joueur qui, est très fort par le dribble, qui est très fort par la passe, qui a un vrai génie créatif, vraiment. En outre, c'est aussi à avoir en tête, c'est un joueur qui va très vite sans le ballon et qui va très vite avec le ballon. Ça, c'est vraiment ça saute aux yeux, c'est incontesté, tout le monde le dira et de même, bah, ses faiblesses, ses défauts sont aussi assez évidents. C'est quelqu'un qui est assez fragile physiquement, il a du mal à rester debout lors des duels, il perd facilement l'équilibre, il est tombé au sol assez facilement dans les duels épaule contre épaule. Donc dès que l'équipe en face mettait un gros impact physique, il était en difficulté et aussi, il faut quand même le reconnaître, c'est un joueur qui n'est pas très bon lorsqu'il faut défendre. Il n'est pas très bon parce qu'il n'aime pas défendre, parce qu'il ne sait pas défendre et les un des 2 supporters nous indiquait que c'est aussi un joueur qui n'est peut-être pas le plus fiable. Il a souvent des sautes de concentration au sein d'un match. C'est un joueur qui peut très facilement sortir de son match et surtout, c'est quelqu'un qui manque cruellement de régularité entre les matchs, mais aussi dans les matchs. Rappelons tout de même qu'il n'a que 21 ans. C'est normal d'avoir beaucoup de défauts, c'est normal d'avoir des défauts, sur la régularité. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement. C'est normal, c'est pas non plus catastrophique. Quand même plutôt des choses intéressantes, notamment sur la qualité technique. Je trouve que c'est notamment ce qui me manque un petit peu sur ce début de préparation aussi au milieu de terrain. En parlant de milieu de terrain et de tactique, il rejoint une équipe qui joue pour l'instant en 4-3-3, mais qui a besoin de renforts, on est d'accord, à différents postes. Selon nos experts, Yann, où faut-il faire jouer Joe? Eh bien, les supporters de Coacelli, en fait, vont vous donner 2 réponses. La première, c'est que c'est un véritable numéro 10. C'est pour ce poste-là qu'il avait été recruté. C'est à ce poste-là qu'il a le plus joué dans l'effectif. C'est aussi à ce poste-là où il semble le plus vouloir jouer et à ce poste-là, il a des qualités indéniables, une volonté de jouer, une volonté de toucher le ballon, d'être au cœur du jeu. Il a aussi des manques, on les a cités juste avant, il a une certaine tendance à disparaître en phase défensive, à déséquilibrer l'équipe. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse donnée par les supporters de Kovacic, c'est que ses meilleures performances en Turquie, c'est quand il a joué sur l'aile gauche, dans un rôle finalement très simple. Démarrer sur l'aile gauche, rentrer dans le jeu,
aller chercher le 1 contre 1, être très provocateur, être vraiment dans le duel. C'est un exercice où il est a priori très fort. Le 1 contre 1, c'est son truc et en fait, a priori, la majorité des supporters de Kouasséli vous diront qu'il doit jouer l'aile gauche, que c'est son vrai poste pour percuter, pour amener de la folie et le match de Göztepe dont les supporters parlaient, c'est un match qu'il a commencé en tant qu'ailier gauche. OK, alors on enchaîne directement avec, alors juste je reprends les questions parce qu'on passe de la 4 à la 6 sur le doc, mais c'est de ma faute. Au-delà du poste dont on a parlé, quel est le style de jeu le plus adapté aux joueurs? Parce qu'on sait bien qu'un poste sur, une composition couchée sur le papier, ça dépend aussi de ce que l'entraîneur va demander. Est-ce qu'il est capable de s'insérer dans une équipe comme Brest qui probablement aura assez peu de possession et qui joue le contre, par exemple, parce qu'on a bien vu que ça pouvait être le cas notamment, ou même le cas de longs ballons vers Ajorc. Qu'en pensent nos suiveurs, turcs de son style et du style auquel il est, le plus adapté? C'est un joueur très percutant, très vif, qui adore les duels, donc il peut être excellent contre-attaquant, mais c'est un joueur qui adore toucher le ballon et donc là, les 2 nos 2 experts sont pas tout à fait d'accord, mais on comprend que c'est la conciliation des 2. Il aime toucher le ballon, il en a besoin, c'est ce qui le motive, il peut être très fort en contre-attaque. Par contre, ce qui fait consensus, nos 2 experts nous l'ont bien dit, c'est que ce n'est absolument pas un profil pour garder un score, pour défendre. C'est voilà, il faudra pas compter sur lui pour avoir un jeu très défensif. Si on décide de mettre le bus comme on a pu le faire pour le PSG en fin de saison dernière, ce ne sera pas le joueur pour. Intéressant et alors, on peut imaginer qu'il arrive à Brest, avec un statut dans un premier temps de remplaçant. On parle souvent de super sub, du joueur qui peut entrer pour faire la différence. Est-ce que dans ce contexte-là, en sortie de banc, est-ce qu'il peut avoir un impact ou, est-il meilleur dans une configuration, on va dire, où, le joueur est titulaire pour performer? On a déjà vu le cas de joueurs qui sont très bons lorsqu'ils rentrent, mais, lorsqu'ils débutent, c'est pas du tout le cas et d'autres, c'est l'inverse. Lui, il se range dans quelle catégorie? A priori, il peut avoir un impact immédiat sur une très courte durée, surtout s'il joue en tant qu'ailier gauche. Il l'a eu à plusieurs reprises cette saison. Il a eu plusieurs entrées marquantes et même des entrées importantes dans sa course au maintien. On nous a notamment cité une rentrée contre YouSport où il va obtenir lui-même un penalty qui est décisif pour la suite de la saison de Kocaeli Sport. Malgré ses défauts, malgré son implication variable, en fait, elle est là la réalité. Joseph Nongué, c'est un joueur extrêmement talentueux qui peut te faire lever un stade, qui peut renverser un match tout seul sur une seule action et finalement qu'on lui donne 10-15 minutes ou 90, s'il est dedans, il les prendra, il peut te changer le match. J'ai un peu l'impression qu'on nous décrit quand même le profil d'un joueur un peu soliste, en espérant qu'il arrive à s'intégrer dans le collectif brestois, parce que c'est certainement plutôt par le collectif que le club pourra s'en sortir cette année. Et on va peut-être conclure sur cette question-là, Yann. C'est finalement, d'après les suiveurs turcs, alors je ne sais pas s'ils sont spécialistes de Ligue 1, mais en tout cas, ils connaissent beaucoup mieux le joueur que nous. Pense-t-il, qu'il soit capable, Joe, là, de s'imposer en Ligue 1 dès cette saison à seulement 21 ans? Les 2 réponses vont dans le même sens. C'est a priori peut-être un peu tôt, notamment parce que physiquement, il n'est pas encore au standard. Il était trop faible physiquement pour la Super League turque, qui n'est pas la ligue, la plus docile, hein, bien sûr, mais on sait que la Ligue 1 est réputée comme étant assez physique également. On voit que Pate Mboup a du mal à faire le gap. Surtout, et on l'a bien compris, c'est un joueur dont le principal défi, c'est de se canaliser sur le plan mental pour pouvoir être fiable, s'installer durablement. Il y a une crainte, d'après les supporters turcs, c'est que ça dépende des résultats. Dans une équipe qui coule, c'est pas forcément acquis que ce joueur-là soit le joueur qui sonne la révolte, le joueur qui soit très impliqué et c'est dommage. C'est dommage parce que très clairement, c'est un joueur qui a le talent nécessaire pour aller au plus haut niveau, pour aller très, très haut. Quand il est mentalement bien, quand il est bien impliqué, il peut être exceptionnel. Il peut être un des meilleurs joueurs à son poste dans son équipe. Quand c'est pas le cas, il peut causer de sérieux problèmes de cohésion, de sérieux problèmes d'implication, mettre en cause tout l'équilibre de ton équipe et un de nos 2 interlocuteurs qui a visiblement fait ses recherches sur le Stade brestois, a quand même bien vu que le Stade brestois travaillait avec un psychologue du sport de temps en temps et c'est peut-être quelque chose qui peut l'aider. En tout cas,
fait, en synthèse, pour Joseph Nongué, il a un immense potentiel, mais c'est un joueur qui se met beaucoup d'obstacles tout seul. Obstacles physiques, obstacles mentaux, obstacles de comportement. Peut-être qu'un bon accompagnement lui permettra d'atteindre ce potentiel, par exemple en Ligue 1 et par exemple dans un cadre plus tranquille comme on sait que le Stade brestois peut l'offrir. Ce serait pas la première fois qu'on voit un joueur performer dans un contexte et ne pas réussir dans un autre, donc on va être optimiste. L'important, c'est qu'il ait des talents de footballeur et visiblement, c'est le cas. Donc je sais pas, c'est peut-être pas le lieu pour en parler, mais toi, Yann, comme ça, en 2 mots, 2-3 mots, tu penses quoi de ce recrutement? Je suis encore circonspect, on verra un peu ce qu'il donnera. Je note quand même qu'il semble cocher 2 cases de ce que Julien Lafleur voulait, c'est-à-dire un ailier gauche et un joueur au milieu de terrain. C'est Et rien que là, ça colle sur le profil sportif établi. Maintenant, est-ce que le Stade brestois a besoin d'un joueur qui a eu autant de problèmes disciplinaires? C'est peut-être parce qu'on se dit qu'on a les capacités de le remettre en jambes. Lui aussi, à 21 ans, il se rend compte que sa carrière, il faut peut-être la lancer, il y a besoin d'exposition. Heu, voilà, on va totalement lui laisser sa chance comme à l'ensemble des recrues et je suis quand même assez excité parce que les supporters turcs nous ont dit, quand ils nous parlent de joueurs frissons, qui peut changer le match à lui tout seul, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu ça à Brest ouais. et rien que pour ça, c'est bienvenu. Ouais, je suis d'accord avec toi sur cet aspect-là. Effectivement, un joueur qui puisse être capable de faire des choses, des différences balle au pied. Aujourd'hui, on en a plus tellement finalement dans l'effectif et ça peut apporter quelque chose. Donc j'espère qu'il arrivera à saisir sa chance, saisir cette opportunité de pouvoir se montrer en Ligue 1 après avoir plutôt finalement échoué dans un club mineur, dans un championnat qui l'est, tout autant. À lui de jouer. Tu as raison sur le fait qu'à Brest, le contexte et l'environnement est relativement enfin, même très sain. Donc il y a tout pour qu'il réussisse. En tout cas, j'espère que vous avez, retenu pas mal de choses intéressantes de ce podcast. Je trouve que nos 2 spécialistes turcs ont été très complets et on les remercie encore une fois pour la qualité de leurs réponses et le temps qu'ils ont pu nous accorder. Yann, je pense qu'on a fait le tour de cette première présentation estivale. Tout à fait, on espère qu'elle sera suivie de quelques autres présentations. Il y a quand même un mystère, le communiqué du Stade brestois parle de la quatrième recrue. Noé Paulion et Samba et Diop. Samba Diop sont les 2 premières. Bon, certes pour la réserve, mais on peut les compter. Mais alors qui serait la troisième? C'est le mystère. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce qu'il y a une signature qui arrive? Est-ce qu'on compte un retour de prêt? Le C'est mystère est c'est Greg Pello. Greg Pello qui devrait être aligné en pointe, au Mans pour la première journée. Bravo à lui, on fera la présentation «Parle-moi de Greg Pello» dans le prochain épisode. avec plaisir. On espère quand même faire d'autres présentations d'ici là. On se retrouve très vite dans tous les cas, que ce soit pour parler de l'actu, que ce soit pour parler du sportif et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous, ça vous inspire, la signature de ce profil qui change. Très clairement, des profils comme ça, que ce soit sur le plan sportif ou humain, on en a rarement eu au Stade brestois. Tout à fait. Beh, écoutez, merci beaucoup pour, vos écoutes toujours très fidèles et on se retrouve, très vite probablement pour un à la plage numéro 3 après les matchs amicaux donc de ce soir contre Saint-Brieuc et victoire de Brest d'ailleurs, c'est à signaler et Venise la semaine prochaine peut-être ou alors on attendra Nottingham, on verra bien. En tout cas, il y a de l'actu probablement à venir dans les jours qui viennent. Kenavo! Salut.